Juste pour vous préciser notre mode d'emploi, après avoir vraiment remercié nos intervenants pour cette partie quasiment inaugurative, parce que c'était intéressant d'un point de vue scientifique d'avoir un certain nombre de repères. La méthodologie de cette université d'été, c'est que la discussion, les échanges, les approfondissements, c'est dans le cadre des forums, de façon à mobiliser votre attention le matin en vraiment transmission des savoirs. Ça ne vous empêche pas, vous verrez, il y aura une pause tout à l'heure, de discuter, de demander des approfondissements. Donc ne voyez pas pour nous une mise en cause du débat. Vous verrez le débat, et j'espère qu'il sera animé. C'est plutôt dans le cadre du forum et puis dans le cadre des discussions qu'on peut avoir. Puis également, ça a pu surprendre certains qu'on commence par la science, mais on ne fait pas de l'éthique d'une manière uniquement spéculative. Et quand vous abordez le sérieux de maladies comme les maladies neuroévolutives, vous avez besoin d'étayer vos positions par rapport à une approche scientifique. Et donc, vous avez vu par exemple que Frédéric Schekler, qui est intervenu, est membre de ce qu'on appelle le laboratoire d'excellence d'ISTALS. Et depuis 2012, l'espace éthique de la région Île-de-France est associé du point de vue éthique à un dispositif qui est coordonné à l'Institut Pasteur de Lille par le professeur Philippe Amouyel, que vous avez beaucoup entendu s'exprimer ces derniers temps sur la pandémie, donc est un professeur de santé publique, qui coordonne une équipe, ce qu'on appelle une équipe d'excellence. C'était Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, qui avait lancé ces projets. Et donc, dans notre approche, il y a la partie, vous verrez, philosophique, la partie sciences humaines, et puis il y a vraiment à prendre en compte l'expertise, les points de vue, avec toutes les incertitudes, et vous les avez vus convoqués tout à l'heure par Frédéric, et puis on avait une intervention d'une neurologue qui est en écho, parlait d'un point de vue clinique. C'est quelque chose d'important. J'en profite pour vous dire, vous n'aurez pas le privilège, certains vont être déçus d'écouter Léo Koutelek à cette université d'été, alors que chaque fois on l'a entendu. Nous avons également au sein de notre dispositif une équipe de recherche INSERM. D'ailleurs, c'était la première équipe de recherche INSERM d'éthique qui est dirigée par Léo Koutelek, donc épistémologie, mais qui également travaille en rapport direct avec les acteurs du terrain, que ce soit les soignants, les professionnels, les associations, mais également les scientifiques. Voilà, juste pour cette partie qui vous permet de retrouver vos esprits après ce moment compact d'initiative scientifique. Je vais donner la parole de suite à Fabrice Xil. Et vous voyez qu'on avait à cœur d'aborder la dimension démocratique de l'engagement, en quelque sorte, par rapport à la pandémie. En quoi les valeurs de la démocratie aujourd'hui sont convoquées, et ont été convoquées depuis des mois, et en quoi on a vécu une expérience démocratique aussi. Et dans notre approche éthique, c'est quelque chose d'important. Fabrice Xil, donc, qui est, pour certains d'entre vous ne le savent pas, un grand philosophe spécialisé notamment dans la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi, sans vous faire d'indiscrétion, il y avait Frédéric Schekler qui de temps en temps, je voyais adresser un regard. Vous regardez un article important qui a été consacré à la molécule dont il a été question dans le monde d'une manière très très critique. C'était en juillet dernier par Fabrice. Vous regarderez, c'est assez intéressant de voir comment à la fois un philosophe peut maîtriser tous les domaines scientifiques et être quelquefois en discussion avec des scientifiques. Merci à vous. Avec Emmanuel Hirsch et Virginie Ponel et toute l'équipe de l'Espace Éthique, nous avons, dès le mois de mars 2020, constitué un observatoire Covid Éthique Société pour étudier les enjeux éthiques de la pandémie dans toutes ses dimensions: réanimation, situation d'urgence, grand âge, handicap, précarité, fin de vie et bien sûr maladies neuroévolutives. À la demande de Brigitte Bourguignon, j'ai aussi mené une mission sur le soin et l'accompagnement des personnes âgées qui a conduit à la publication de 2 documents. Un document repère intitulé « Pendant la pandémie et après, quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ?» et la charte éthique et accompagnement du grand âge que vous trouvez dans les pochettes. Dans tous ces travaux, nous avons procédé comme nous le faisons habituellement, en essayant de nous mettre à l'écoute des personnes directement concernées et en travaillant très étroitement avec le réseau que l'Espace Éthique a constitué au fil des années. L'Observatoire Covid, Éthique et Société s'est nourri de remontées de terrain, d'enquêtes, de partage d'expériences. Vous trouverez l'ensemble de ces productions sur notre site internet. Le document repère a été élaboré à partir des contributions de 2000 personnes et la charte éthique et accompagnement du grand âge repose, elle, sur plus de 4000 contributions professionnelles, aidants familiaux, bénévoles, citoyens et 200 personnes âgées recevant régulièrement une aide ou des soins dans leur vie quotidienne.
À partir de tous ces travaux, il est intéressant de se demander ce que les décisions prises pendant la crise sanitaire disent sur les valeurs qui animent notre société. Intéressant de se demander ce que les arbitrages qui ont été réalisés révèlent sur les priorités qui sont celles de notre démocratie. Mon intervention s'intitule donc « Valeurs démocratiques engagées en situation de crise », car c'est, me semble-t-il, le rôle de l'éthique de questionner le sens et la visée de nos actions. C'est sa vocation que d'interroger les principes et les valeurs qui sous-tendent les arbitrages. Dans un premier temps, je vais essayer d'analyser très simplement les grandes valeurs qui ont présidé aux choix et aux arbitrages. Puis je dirais comment il me semble que ces décisions ont été perçues en termes éthiques par les professionnels, les familles et les personnes accompagnées. Et enfin, je dirais quels sont à mes yeux, du point de vue de la visée éthique, les points saillants de ces 18 derniers mois, quelles sont les grandes valeurs qui me semblent avoir été révélées par la crise comme fondamentales, même si elles n'ont pas toujours été au cœur des arbitrages et des décisions. Je commence par les valeurs qui ont présidé aux choix et aux arbitrages. Il me semble que ces valeurs ont été au nombre de 3. Ce qui a été priorisé d'abord, bien sûr, ce qu'on a voulu préserver à tout prix, c'est d'abord la vie et la santé des individus et de la population. Le premier objectif a été un objectif sanitaire, enrayer la propagation du virus, éviter que ne se développent des formes graves. Bref, tout a été fait pour réduire le nombre de décès, pour apporter des soins de santé appropriés aux personnes concernées. Cette première priorité pour la vie et la santé des individus et de la population, elle était bien sûr totalement justifiée, mais elle a eu 2 caractères qu'il faut souligner. D'une part, en priorisant la lutte contre le Covid, on a, pendant de longs mois, accordé une place secondaire aux autres maladies, et notamment aux maladies neuroévolutives. Cela a entraîné des déprogrammations, l'arrêt ou la suspension d'un certain nombre de soins et de suivis, à la fois à domicile, à l'hôpital et en établissement. Et comme nous l'avons montré dans une enquête dès le printemps 2020, cela a eu des conséquences rapides, parfois irréversibles, sur la qualité de vie et l'autonomie fonctionnelle des personnes. D'autre part, en se focalisant sur la santé physique et sur la vie biologique des individus, on a fait passer au second plan la préoccupation pour la santé psychique et sociale. On s'est focalisé sur la vie dans sa dimension la plus simple, la plus élémentaire, sur ce que Walter Benjamin appelle la vie nue, au détriment des autres dimensions de la vie et de l'existence, et notamment de la vie relationnelle, de la vie affective, j'y reviendrai. Et comme la vie est un tout avec de multiples dimensions, ça a bien sûr eu en effet des conséquences très importantes sur la santé globale des individus. Deuxième priorité, deuxième valeur qui a, me semble-t-il, gouverné les arbitrages et les décisions dans notre pays, c'est un principe d'égalité et un principe de non-abandon. Principe d'égalité d'abord, vous le savez, des efforts majeurs ont été réalisés et le sont encore pour que tous les Français, quel que soit le lieu où ils habitent, quelle que soit leur situation sociale ou économique, puissent bénéficier des meilleurs soins, de la meilleure prise en charge. Gratuité des tests, des vaccins, remboursement de la prise en charge, transfert de patients entre régions, tout a été mis en œuvre pour minimiser les inégalités, pour faire en sorte que chacun reçoive le meilleur soin. Tout a également été mis en œuvre pour éviter d'avoir à hiérarchiser les vies, à trier les patients à l'entrée des services d'urgence ou de réanimation. Principe de non-abandon ensuite, parce qu'il a été affirmé et assumé dès le départ et au plus haut niveau de l'État, un principe éthique très fort de non-abandon des plus vulnérables. Cela s'est traduit par des arbitrages forts, comme par exemple la décision, souvenez-vous, décembre 2020, c'est une décision qui n'était pas du tout évidente, de vacciner en priorité, alors que les vaccins étaient encore rares, de vacciner en priorité les personnes âgées et très âgées. Je veux souligner ce point car cette décision, elle a été prise dans un contexte où d'aucuns voulaient ranimer la guerre des générations, où d'aucuns estimaient, y compris sur certains plateaux de télévision,
que la stratégie française consistait à sacrifier la vie des jeunes pour prolonger la vie des vieux. Autrement dit, cette logique de non-abandon, profondément démocratique et même républicaine, elle s'est déployée dans une société où on a quand même, et c'est très inquiétant, vu s'exprimer un agisme brutal, décomplexé, auquel on n'était plus habitué ces dernières années. Troisième grande priorité qui a, me semble-t-il, présidé aux arbitrages, elle concerne plus précisément la modalité des décisions, la façon dont les décisions ont été prises, et ce double choix qui a été fait, j'ai l'impression, à tous les niveaux, au plus haut niveau de l'État, mais aussi au niveau des régions, des départements, sur le terrain, dans les services, dans les hôpitaux, dans les établissements, le choix qui a été de prendre des décisions relativement rapides, en s'appuyant sur les connaissances imparfaites, mais sur les connaissances disponibles à un moment donné. D'un point de vue éthique, ce dont il est question ici, c'est de l'acceptabilité des décisions et de l'efficacité de la décision et de l'action. Pour fonder une décision, pour la rendre acceptable, pour éviter qu'elle ne paraisse arbitraire, vous avez ordinairement deux moyens qui ne sont pas contradictoires. Le premier, c'est d'appuyer cette décision sur des connaissances, sur les données validées de la science, donc d'étayer la décision politique sur des données scientifiques. Et l'autre moyen d'éviter l'arbitraire, c'est d'essayer de parvenir à un choix de manière collégiale, pluriel, démocratique, en associant les personnes concernées, en écoutant les différents points de vue. Dans le contexte d'urgence qui a été pendant de longs mois celui de la crise, et puis avec cette métaphore de la guerre et tout ce qu'elle véhiculait de métaphores guerrières, on s'est beaucoup appuyé en France sur des données scientifiques disponibles, et il faut le saluer. On s'est beaucoup moins appuyé sur les ressources de la délibération collective, sur la démocratie, et au nom de l'efficacité, au nom de l'efficience des décisions, on a très peu, à mon avis, trop peu mobilisé des instances pourtant nombreuses dans notre pays de démocratie sanitaire, de démocratie médico-sociale et de démocratie tout court. Alors bien sûr, on va dire la démocratie, ça prend du temps, ça nécessite des médiations. En temps de guerre, en période de crise sanitaire, on n'a pas le temps. Et pourtant, quand on évoque l'acceptabilité des décisions, quand on essaye d'éviter l'arbitraire, quand on veut éviter de susciter des incompréhensions, quand on recherche l'adhésion, s'appuyer sur les personnes directement concernées, les associations d'usagers, de familles, les citoyens, au lieu de seulement les informer a posteriori des décisions qu'on a prises, de les leur expliquer, il y a un grand intérêt, justement pour prendre des décisions ajustées et finalement gagner du temps, de s'appuyer sur ces éléments. J'en viens maintenant au deuxième temps de mon exposé, c'est-à-dire à la façon dont il me semble que les trois grandes valeurs, modalités décisionnelles que je viens de pointer ont été perçues par les personnes concernées. Et d'abord, ces mesures de lutte contre la pandémie qui ont été mises en œuvre rapidement et de manière assez forte. Différentes personnes concernées, commençons par les professionnels du soin et de l'accompagnement, par les professionnels du grand âge que vous êtes, par les professionnels qui prennent soin des personnes qui vivent avec une maladie neuroévolutive. Ce que nous ont dit la plupart de ces professionnels pendant les 18 derniers mois, c'est qu'ils comprenaient d'un point de vue sanitaire les mesures très fortes qui avaient été prises pour lutter contre l'épidémie, mais que ces mesures allaient très largement à l'encontre de ce qui était ordinairement leur culture et leurs habitudes d'accompagnement. L'exemple le plus frappant de ce point de vue, je trouve que ce sont les professionnels des EHPAD. En temps ordinaire, les personnels des EHPAD ont à cœur de faire de ces établissements des lieux de vie ouverts sur l'extérieur, où les personnes sont accompagnées de manière globale et personnalisée, en recherchant autant que possible leur consentement ou leur assentiment, en reconnaissant le rôle et la place des familles. En période de crise sanitaire, lorsqu'ont été suspendues les activités, les repas pris en commun, les sorties, les visites, les professionnels, même s'ils comprenaient la raison d'être des mesures, ont souvent eu le sentiment d'aller complètement à l'encontre de ce qu'ils essayaient de mettre en œuvre depuis des années, de la culture d'accompagnement qu'ils essayaient de promouvoir. Dans
Dans le document repère pour l'enquête, certains professionnels nous ont dit, je les cite, « Les mesures que nous appliquons sont contraires à nos missions premières. Notre mission se voit dénaturée par les exigences épidémiques, bien que comprenant parfaitement les règles sanitaires, leur nécessité. Tout ce que nous développons depuis de si longues années, projet de vie, de socialisation, d'humanisation, de relations, d'animation, de lien social et familial, de maintien du lien et de l'accompagnement jusqu'à la mort, tous ces éléments sont mis à mal actuellement. » Autrement dit, beaucoup de professionnels ont ressenti une forme d'inconfort ou de malaise éthique ou moral pendant la crise. Plus exactement, ils nous ont dit que la crise a exacerbé un inconfort éthique qui était déjà présent avant la crise et qui était lié notamment aux tensions en termes de personnel et aux tensions en termes de moyens. On a eu beaucoup, je vous en donne juste un exemple, dans les verbatims qu'on a reçus, des professionnels qui nous disent, j'ouvre les guillemets, « Nous manquons de personnel pour pouvoir travailler correctement. Comment accompagner dignement nos aînés avec si peu de postes ?» Autrement dit, la crise, elle est venue exacerber cette situation, transformer un malaise éthique en souffrance éthique, avec des pertes de sens et des interrogations très profondes sur la signification du métier et sur l'engagement, avec beaucoup de professionnels qui nous ont dit « Je ne reconnais plus mon métier, je me sens en complète opposition avec mes valeurs professionnelles. » Les familles, elles ont, elles aussi, beaucoup souffert. Elles ont, elles aussi, ressenti une souffrance que l'on pourrait qualifier de souffrance éthique. Car même si pour la plupart, elles comprenaient que des mesures d'hygiène, de distanciation sociale soient prises pour protéger les personnes particulièrement vulnérables, elles ont souffert de ne pas pouvoir rendre visite à leurs proches hospitalisés ou accueillis, souffert de ne pas pouvoir le voir, de ne pas pouvoir le toucher, de ne pas pouvoir le prendre dans leurs bras. Elles ont constaté les éléments extrêmement délétères de cette privation relationnelle. Elles ont aussi souffert moralement de ne pas pouvoir remplir leurs devoirs, de ne pas pouvoir remplir ce qu'elles considèrent comme une obligation qui s'impose quand on est le conjoint, l'enfant, le frère, la sœur d'une personne vulnérable, être présent au moment de sa fin de vie, ne pas la laisser mourir seule, pouvoir échanger avec lui ce que Marie de Henzel appelle un dernier adieu, pouvoir honorer un défunt. Bref, beaucoup de familles ont eu le sentiment de transgresser des interdits, de ne pas pouvoir remplir leurs obligations. Un grand nombre d'entre elles nous ont dit, je cite, « C'est comme si, pour les autorités, pour les personnels, c'est comme si tout d'un coup, la famille, ce n'était plus important. C'est comme si tout d'un coup, la famille, ce n'était plus important, comme si cette institution familiale, qui joue un rôle si important dans les sociétés humaines, n'avait tout d'un coup plus de valeur. » Et parce que parler des familles est encore trop général, je voudrais souligner que ce sont aussi les aidants familiaux, les proches aidants, qui n'ont souvent pas ou plus été reconnus comme tels. Alors que d'ordinaire, les pouvoirs publics, les professionnels sont tellement enclins à considérer les proches comme des aidants, à vouloir les considérer, à vouloir qu'eux-mêmes se considèrent comme tels, tout d'un coup, ce statut d'aidant, ce rôle d'aidant n'était plus reconnu. Leur venue dans les établissements était assimilée à une visite et il a fallu attendre presque la fin de la crise pour que ce rôle, ce statut, recommence à conférer un certain nombre de droits et un certain nombre de prérogatives. S'agissant des personnes et des personnes âgées en particulier qui reçoivent des soins ou un accompagnement, elles ont aussi pour la plupart compris que des mesures fortes soient prises. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est de n'être pas traitées comme les autres citoyens français, notamment pas tant au moment où des restrictions étaient mises en œuvre, parce que finalement le confinement du pays a suivi d'assez près la fermeture des maisons de retraite. Elles ont ressenti ce sentiment d'inégalité ou d'injustice beaucoup quand les restrictions étaient levées pour le reste de la population. Pensez par exemple au mois de mai-juin 2020, au moment du déconfinement progressif du pays. Pour quelques mois, la majorité des Français ont revécu une vie quasi normale. Il n'en a pas du tout été de même, notamment pour les résidents des EHPAD, qui à beaucoup d'endroits se sont vus imposer des règles très strictes s'agissant des sorties et des visites notamment.
De même, la vaccination des résidents des EHPAD, elle a souvent été présentée comme quelque chose qui pourrait permettre progressivement la reprise d'une vie normale. Pour beaucoup de résidents, ce n'est pas l'expérience qu'ils en ont eue. Des contraintes, parfois importantes, continuent pour eux de s'appliquer. On l'entend dans les propos des membres de l'association Hold Up, on l'entend dans les propos des membres de l'association Citoyennage. Je voudrais vous reprendre juste quelques lignes de propos qui ont été tenus par des résidents de maisons de retraite, deux membres de Citoyennage, de cette association, lors du congrès des âges et du vieillissement en début de semaine. C'est un congrès de l'ADEPA. Je les cite. Pendant de longs mois, donc c'est des résidents de maisons de retraite qui parlent, des membres de l'association Citoyennage. Pendant de longs mois, nous avons été contraints de rester enfermés dans nos domiciles, dans ce lieu où nous logeons mais que nous n'habitons pas vraiment, privés de notre liberté d'aller et venir, privés la plupart du temps de stimulation et d'activité, à la merci de la pression médiatique insupportable et de son décompte journalier macabre. Je cite encore. Nous aurions aimé être traités comme n'importe quel autre individu, âgé de moins de 60 ans ou actif. Au lieu de ça, nous avons été perçus comme une charge. Nous avons parfaitement conscience d'avoir été protégés, mais nous considérons en avoir payé un prix fort. Même si la notion de citoyenneté trouve un écho différent en chacun de nous, il est urgent de débattre de notre liberté, de notre respect, de la nécessité d'être entendu à part entière, d'être intéressé au débat citoyen. Enfin, comment la crise a-t-elle été vécue par les personnes vivant avec une maladie neuroévolutive ? Je sais que les membres du groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes en parleront dans les forums et que les représentants de France Alzheimer 06 le feront aussi. Mais comment ont vécu, essayons de nous représenter comment ont vécu cette crise ces 18 derniers mois par les personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Évidemment, c'est difficile à dire. Mais par exemple, les manifestations comportementales qui ont été décrites par certains aidants familiaux, notamment à domicile pendant le confinement, lorsque les possibilités de sortie à l'extérieur étaient limitées, ça montre comment il peut être délicat quand une maladie vous donne le besoin de marcher, d'être limité dans vos mouvements et contraint malgré vous de suivre des règles dont vous ne comprenez pas le sens ou la nécessité. De même, en établissement d'hébergement, quand vous avez du mal à vous orienter dans le temps et à comprendre les règles qui ont été fixées, vous avez du mal à comprendre que vos proches viennent voir moins souvent, que quand ils viennent, ils ne puissent pas rester longtemps, que dans certains cas, ils ne puissent même pas vous toucher ou vous prendre dans vos bras. De même, il faut essayer d'imaginer, je pense, le monde dans lequel ont vécu pendant 18 mois des personnes confrontées à un personnel et à des proches masqués, alors qu'elles ont l'habitude de lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs parce qu'elles entendent mal, alors que certaines d'entre elles ont déjà du mal à reconnaître les visages à cause de ce qu'on appelle la prosopagnosie. Cécile Hanon, qui est psychiatre du sujet âgé, nous avait dit pour le document repère, je la cite, « Avec le masque, tous les soignants sont inaudibles. Pour une personne avec des troubles cognitifs, hypoacousiques, c'est lost in translation. Sentiment d'étrangeté, majoration de l'isolement perceptif et sensoriel, majoration des sentiments de persécution. » Comment vous faites quand vous avez des troubles cognitifs et que vous avez déjà du mal à décoder les intentions d'autrui, quand des personnes masquées arrivent vers vous avec un grand coton-tige sans que vous puissiez comprendre leurs intentions? Dans le document repère, pour le document repère, une répondante travaillant en EHPAD nous a dit « Nous nous sommes rapidement rendus compte que les tests nasopharyngés étaient particulièrement inadaptés pour certains résidents qui ne comprenaient pas cette intervention, qui leur apparaissait comme un soin de force, voire une agression. Qui sont ces gens qui entrent masqués dans ma chambre comme des voleurs? Pourquoi sont-ils masqués et armés d'un grand coton-tige? Où veulent-ils m'emmener? Qu'est-ce qu'ils me cachent? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» J'en viens au dernier temps de mon exposé et à ce qui est, à mon avis, les trois choses qu'on pourrait retenir de cette crise, en tout cas les trois valeurs, les trois choses que moi, d'un point de vue éthique, j'ai appris de cette crise, et qui sont les suivantes. La première idée, on le savait, les trois choses, vous allez voir, on le savait, mais pas avec cette intensité et pas avec cette force-là. Première idée, nous sommes fondamentalement des êtres relationnels. Nous avions tendance à nous croire autonomes, indépendants, à nous concevoir comme des êtres
séparés. La pandémie nous a rappelé quelque chose que nous ne devrions pas oublier. Nous sommes fondamentalement des êtres de relation et nous sommes même doublement dépendants les uns des autres. D'abord, dépendants les uns des autres face à une pandémie, car le virus nous menace tous, et parce que nous sommes dépendants les uns des autres dans cette crise. Lorsqu'on a une vulnérabilité, par exemple quand on souffre d'une maladie chronique, en période de crise sanitaire, on ne peut pas sortir de chez soi, prendre les transports, aller faire ses courses l'esprit tranquille, si les autres ne respectent pas les gestes barrières, s'ils ne portent pas le masque, s'ils ne respectent pas la distanciation sociale, vous vous mettez avec une santé d'une maladie chronique en danger. Autrement dit, je ne mets pas mon masque pour me protéger soi-même, mais d'abord pour protéger les autres. Je ne me vaccine pas d'abord pour me protéger moi-même, d'abord pour protéger les autres. Ensuite, nous sommes des êtres de relation parce que nous ne pouvons pas nous passer de relations humaines et notamment de relations avec les personnes qui comptent pour nous, qui nous aiment, que nous aimons. Et se voir, se toucher entre personnes qui s'aiment est un besoin fondamental car le contact, le toucher, dans ce contact, dans ce toucher, il se passe quelque chose, de la réassurance, du sentiment d'être aimé, de compter l'un pour l'autre. Pour moi, c'est un des enjeux éthiques majeurs de cette crise, de nous avoir fait redécouvrir, prendre la mesure du caractère profondément relationnel de nos existences et du caractère fondamental de notre besoin d'attachement et de notre besoin d'appartenance. À mon avis, on parle parfois de manière très abstraite du respect de la dignité des personnes. Il me semble que respecter autrui, c'est déjà d'abord prendre en considération ce besoin fondamental qui ne s'éteint jamais d'attachement et d'appartenance. Deuxième grand acquis de cette crise, selon moi, c'est de nous avoir forcés à réfléchir de manière beaucoup plus approfondie que nous ne l'avions fait jusqu'à présent aux articulations entre sécurité et liberté, à la dialectique entre sécurité et liberté et aux relations entre ces notions. Avant la crise, nous avions parfois tendance à opposer sécurité et liberté et à croire que la question au fond c'était de savoir où placer le curseur entre sécurité et liberté, notamment dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Ce que la crise sanitaire nous a appris, me semble-t-il, c'est qu'il ne faut pas opposer mais composer ces deux notions, que la sécurité devrait toujours être mise, en tout cas dans une société démocratique, que la sécurité devrait toujours être mise au service de l'exercice des libertés, que la question n'est pas de savoir à quelles conditions on peut limiter les libertés des personnes vulnérables, mais de savoir comment faire pour réduire au maximum toutes les contraintes et toutes les restrictions de liberté en sécurité, comment faire pour donner aux personnes un contexte sécurisant pour exercer leurs capacités, leurs potentialités. Et on a totalement, en tout cas me semble-t-il, renversé la question. Dans un État démocratique, une restriction de liberté, une contrainte placée sur les libertés des individus et des restrictions, des limitations de visite, c'est de manière évidente une restriction de ce type. Ces restrictions, elles devraient toujours être exceptionnelles, c'est-à-dire nécessaires, subsidiaires, proportionnées, individualisées, limitées dans le temps. Elles devraient faire l'objet d'une décision collégiale, d'une réévaluation, d'un contrôle. Elles devraient être mises en œuvre avec humanité en recherchant l'adhésion de la personne. Le maître mot, je crois, c'est subsidiarité, proportionnalité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens moins contraignants de parvenir au même résultat? Et est-ce que proportionnalité, est-ce que les contraintes ou les mises en œuvre, elles sont adéquates, proportionnées au risque et à la situation. Je crois que dans ce domaine-là, on a beaucoup encore à accomplir, mais si on se pose la question en ces termes, ça ira mieux. Comment faire pour donner aux personnes un contexte sécurisant pour exercer au mieux leurs capacités et leurs potentialités? Troisième grand acquis de cette crise, me semble-t-il, c'est de nous avoir contraints à affronter collectivement mais individuellement aussi la question de la mort, des conditions du mourir et de l'accompagnement de ce qu'on appelle la fin de vie.
J'ai parlé de transgression tout à l'heure et de sentiment de transgression. C'est un sentiment très profond, une souffrance très profonde chez certaines familles, chez certains professionnels, d'avoir transgressé certains interdits fondamentaux ou en tout cas de n'avoir pas respecté certaines obligations, certains devoirs propres que nous avons vis-à-vis de notre humanité et de celle d'autrui. Accompagner les mourants, faire qu'ils ne meurent pas seuls, que puissent s'échanger un dernier adieu, honorer les défunts, leur rendre hommage. Beaucoup de familles et de professionnels ont considéré que le décret du 1er avril 2020, qui préconisait une mise en bière immédiate et qui interdisait la toilette mortuaire, équivalait à une transgression. Impossibilité de laver le corps, de l'habiller, impossibilité de revoir une dernière fois le visage du défunt. Dans tous les peuples, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, les hommes ont toujours cherché à rendre hommage aux défunts, à ritualiser la mort. Le rite mortuaire, il permet de purifier, d'honorer, de personnifier. La toilette mortuaire permet de rendre au corps sa beauté, ou du moins d'atténuer l'effroi que peut représenter le fait d'être présent à ses côtés. Vêtir le corps du défunt, ça permet de lui conserver un statut d'être humain, au lieu que la nudité renvoie à une forme d'abandon sans secours. Entourer d'objets le corps du défunt, ça permet de dire quelque chose de la personne, de la restaurer dans une forme de puissance. Cette expérience, en d'autres termes, elle doit nous rappeler peut-être qu'il faut réintégrer la mort ou la perspective de la mort, mais aussi les rituels, cette dimension symbolique presque civilisationnelle de l'existence dans le soin. Beaucoup de soignants nous ont dit combien l'interdiction de la toilette mortuaire avait été pour eux difficile à vivre, car cette toilette, elle constitue pour eux le dernier soin. En d'autres termes, ça devrait nous amener à réfléchir de manière peut-être plus profonde qu'on ne l'avait fait, plus exigeante, en tout cas que je l'avais fait moi-même, que sur ce que c'est que le soin. Bien sûr, le soin, c'est d'abord un soin de la vie, c'est d'abord un soin des vivants. Mais ce dont on prend soin quand on soigne, quand on accompagne les vivants, c'est de quelque chose qui dépasse le vivant comme vivant. Et je pense qu'il faut réintégrer cette dimension dans la pensée du soin qui est la nôtre. En conclusion, je voudrais souligner à quel point la crise sanitaire, elle a conduit l'éthique à se réinventer. Se réinventer, ça ne veut surtout pas dire lâcher sur les fondamentaux. L'une des grandes conclusions du document Repères, c'est qu'une crise sanitaire, ça justifie une vigilance éthique particulière, mais en aucun cas une éthique d'exception. De même, une des grandes convictions qui ont animé l'écriture de la charte éthique, c'est qu'il ne saurait y avoir une éthique spécifique au grand âge ou aux personnes atteintes d'une maladie neuroévolutive, que les personnes qui avancent en âge, celles qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive, elles sont et restent des citoyens de plein droit. C'est pourquoi cette charte, elle énonce des principes qui sont universels et qui valent quel que soit l'âge et la situation de vie des personnes. Se réinventer pour l'éthique, ça ne veut donc pas dire lâcher ou céder sur les fondamentaux, mais assumer ce que je voudrais appeler plus que jamais une éthique de la nuance et de la complexité, une éthique qui associe deux vertus qui ne sont pas faciles à associer, qui sont le courage et l'humilité. Il me semble que si l'éthique a un sens, et si votre présence nombreux ici, je pense qu'elle renvoie aussi au fait qu'à beaucoup d'endroits du territoire, dans beaucoup d'hôpitaux, d'institutions, de maisons de retraite, de services, on veut dynamiser la réflexion éthique. Son but, ça peut être, si on essayait de le définir, parce que créer un comité d'éthique n'est pas un but en soi, c'est forcément un moyen, peut-être ça va nous aider à conserver ensemble des capacités de discernement, aider à assumer ses responsabilités dans un contexte qui est anxiogène et incertain. L'éthique, elle peut vous aider à conserver un espace pour la pensée. En aucun cas, vous l'aurez compris, pour nous en tout cas, autour d'Emmanuel Hirsch, c'est une éthique donneuse de leçons, une éthique qui méconnaît l'engagement de tous, des professionnels, des familles, des personnes malades. Nous essayons humblement de nous mettre au service de celles et ceux qui vivent ces situations, en essayant de nous souvenir de ce que nous a enseigné la sagesse tragique des Grecs. Emmanuel, si tu me donnes encore 2 minutes. Souvenons-nous de Antigone de Sophocle. Dans Antigone de Sophocle,
Créon règne sur Thèbes. Il interdit que soit enseveli, et ça va faire des échos évidemment avec la crise que nous venons de traverser. Créon règne sur Thèbes, il interdit que soit enseveli le corps de Polynice, qui a attaqué la cité et s'est comporté vis-à-vis d'elle comme un ennemi. Antigone est la sœur de Polynice, c'est la nièce de Créon. Elle ne peut se résoudre à laisser son frère sans sépulture. Le plus souvent, on présente cette pièce comme d'un côté la froide raison d'État, incarnée par Créon, et de l'autre côté la générosité et l'ancestralité des lois du cœur et de l'amour fraternel et familial d'Antigone. Et pourtant, dans la pièce, quand on la relit, quand on la regarde bien, Antigone est certes louée par le cœur tragique à certains moments, mais le cœur tragique lui dit aussi qu'elle fait quand même, comme Créon, preuve d'une certaine intransigeance, peut-être preuve d'une certaine hubris, d'une certaine démesure, et qu'elle a peut-être, elle aussi, tendance à simplifier le monde des valeurs. Ce que lui dit, en gros, à demi-mot, le cœur tragique, c'est Antigone, tu n'as pas tout à fait tort, mais Créon n'a peut-être pas tout à fait tort, lui non plus. Le monde des valeurs est complexe et l'éthique, c'est aussi arriver à vivre en assumant ces tensions morales, ces conflits de loyauté, cette complexité du monde moral qui est le nôtre. Alors bien sûr, l'éthique, c'est parfois se lever pour résister face à des choses qui sont inacceptables, mais c'est aussi, bien souvent, son rôle, assumer des paradoxes, assumer des conflits de loyauté, les approfondir. Bref, que nous soyons décideurs ou simples citoyens, souvenons-nous d'Antigone, souvenons-nous du cœur tragique des Grecs et de la sagesse tragique des Grecs. Essayons de faire preuve en même temps de courage et d'humilité. Je vous remercie. Vous aurez le droit au texte par la suite, parce que c'est un texte à méditer, tellement de concepts et d'approches vraiment enracinés dans une expérience qu'on a partagée. Beaucoup d'espaces éthiques, on le verra à travers les interventions, notamment dans les forums, ont partagé la même expérience que nous et ont partagé le même type d'engagement démocratique au niveau des valeurs qui sont constitutives de notre République. Je voulais dire, et vous le verrez demain dans l'entretien avec Marie de Henzel, qu'on ne s'est pas contenté d'en parler. On a eu aussi un engagement. On ne voulait pas confondre le registre de l'espace éthique avec d'autres registres plus politiques. Donc on a créé un site Éthique et Pandémie. On y a mis en place un groupe qui est tout à fait offensif, notamment avec des personnes endeuillées. Lorsque le chef de l'État, rappelez-vous, le 17 mars, lorsqu'on pensait qu'il y aurait un hommage aux victimes, à ce jour-là, on avait à peu près 110 000 morts du Covid, et on disait pas uniquement les morts du Covid, parce qu'il y a les personnes qui ne sont pas mortes du Covid, mais qui sont aussi mortes dans de mauvaises conditions. Donc on voulait un hommage national, on a eu comme échange un tweet. Et donc on est des personnes aussi, et on ne le dit peut-être pas parce qu'on est poli, qui sommes impatients de voir l'éthique d'un point de vue politique et du point de vue de la gouvernance, notamment dans des situations de cette nature un peu différentes, c'est-à-dire tirant l'expérience, qui n'est pas le cas aujourd'hui, de ce qui s'est passé, aussi bien en bien, et ça a été dit dès le départ, on a été révulsés de la position de personnalité morale comme André Comte-Sponville, qui, la fin du premier confinement, a animé un débat sur « on a sauvé des personnes qui devaient de toutes les manières mourir ». On a participé à des débats à la télé où on voyait un grand épidémiologiste, en tous les cas qui considérait pour lui qu'il était un grand épidémiologiste, qui disait de toutes les façons les personnes dans les EHPAD sont des personnes qui doivent mourir. Alors pourquoi avoir différé leur mort avec le sacrifice pour la jeunesse? Tous ces éléments, c'est des éléments d'alerte aussi sur ce qu'est la vitalité d'une démocratie. C'est pourquoi notre éthique est engagée et elle n'est pas du tout, j'allais dire, abstraite, et peut-être plus aujourd'hui, alors qu'on est dans une dynamique électorale, de faire valoir ce qui s'est passé, ce qu'on a appris, puisque la France a été apprenante, c'était le projet du ministre de l'Éducation. On a beaucoup appris, et on a peut-être beaucoup à dire aussi aux politiques dans les choix qui vont être faits dans les prochaines années. Voilà, vous avez compris, j'ai fait juste la petite jonction pour vous dire que nous ne sommes pas dans l'éthique de la mollesse, mais dans l'éthique de l'engagement, et on l'a vu à travers l'intervention de Fabrice. Et puis je terminerai en disant que l'université d'été, elle se détermine comme une grande pâtisserie, comme un grand plat de cuisine dans les premières minutes de l'université d'été. Bon, il y a 2 heures qu'on est réunis, on sait que ça va être une grande cuvée et que ça va être un grand moment. Donc il commencera pour vous également avec cette petite pause, je dirais pas dînatoire, mais qui vous permet de prendre un café et puis de vous restaurer. Et ayez l'envie de la discussion.
ayez l'envie de l'échange. On est tous à votre écoute, on est tous curieux de ce qu'on pourra se dire. Donc on se retrouve à quelle heure? Dans 20 minutes, dans un quart d'heure. Donc on se retrouve dans un quart d'heure avec la partie maintenant plus débat, puisque ça sera la première table ronde. Ah oui, et surtout, attendez, je sais que les gens, il y a des gens qui étaient, j'ai appris devant le Palais des Congrès, qui ont dormi dans leur sac de couchage, parce qu'ils savaient qu'Armel Debru allait intervenir avec ses mots de l'éthique. Donc vous savez qu'un des points d'orgue de l'université, c'est l'intervention, donc soyez vraiment là dans un quart d'heure.